Gros lendemain de cuite pour Loïs Boisson, cadenassé par une Coco Gauff tentaculaire, campé sur sa ligne et pas loin d'être parfaite. Mon analyse dans cette vidéo, mon retour aussi sur le Novak Djokovic versus Alexander Zverev d'hier soir. J'étais présent sur le Châtrier et mon pronostic pour les demi-finales, c'est le programme liquide de ton nouveau digest de Roland Garros. Je te laisse claquer ton plus beau pouce et surtout t'abonner pour ne rien manquer de mes dernières vidéos de Roland Garros juste après les demi-finales ce vendredi et juste après la finale homme ce dimanche. Et on attaque nous juste après ça. Allez, on attaque avec la demi-finale entre Loïs Boisson et Coco Gauff et une sévère désillusion pour Loïs sur ce match. Elle a tout simplement pas existé. Coco Gauff qui a été pas loin d'être parfaite avec une transition, une couverture de terrain juste télescopique. C'était une araignée sur le court là, Coco Gauff. On a vu également à quel point elle a su appuyer sur la diagonale revers, mettre beaucoup d'impact, énormément de longueur. Et là où j'ai trouvé Boisson brillante en quart de finale hier contre Andreeva avec beaucoup de variations, des changements de rythme, des changements de volume également. On l'a vu ici par exemple sur ce sixième jeu, un bon travail avec le slice qui a fait énormément de mal à Andreeva et puis elle a fini par rentrer dans la tête de la jeune russe qui s'est agacée avec son tempérament, on le connaît, volcanique et qui peut lui jouer des tours de temps en temps. Le public qui a joué sa partition, mais sur ce match contre Gauff, le public, il n'a pas eu le temps d'exister. Parce que l'idée pour Cory Gauff, qui était vraiment dans des dispositions phénoménales sur son coup droit aujourd'hui, c'était d'envoyer les pins, d'envoyer juste les énormes troncs d'arbres avec une distance à 30-40 cm de la ligne de fond à chaque fois. Et en fait, elle n'a pas laissé à Loïs l'opportunité d'avancer un tout petit peu, de couper les trajectoires. Et de toute façon, c'est pas le jeu de Loïs qui est un jeu typique terre battue, à la Dominic Thiem à l'ancienne, avec cette tendance à se reculer, à prendre un petit peu de temps, à faire comme sur son quart de finale, quelques retours moonball bien sentis. En fait, on la sentait vraiment à l'aise, à sa place. Tout simplement sur ce quart de finale contre Andreeva, jamais en surjeu, avec un tempo qui lui correspondait, elle a su installer son tennis. Mais là ce soir, je pense qu'elle s'est fait rattraper par le poids du truc aussi, hein. On l'a vu surtout à la fin du match, mais aussi au tout début avec ici une amortie où elle est raide comme un piquet, donc forcément la balle qui va atterrir dans le filet. Ça manque un peu de légèreté. Le deuxième set, on va pas se mentir, était à peine plus accroché avec une Coco Gauff dans ses œuvres ici qui va aller récupérer une balle en bout de course, une qualité de déplacement juste hors norme hein, chez cette joueuse et qui derrière va réussir à transitionner, à remporter le point, à le retourner et là forcément dans la caboche de Boisson, c'est un enfer. Et comme un miroir, l'enfer qu'elle avait fait vivre à Andreeva en quart de finale qui était à deux doigts de pleurer sur une marque, qui a satellisé une balle en dehors du stade. Aujourd'hui, c'était à Loïs de s'en vouloir, c'était à Loïs de s'énerver, elle s'est mis des coups de poing, hein, même on l'a vu à 6-1, 5-2, avec la serviette en protection complètement désœuvrée. Mais malgré ce scénario catastrophe en demi, on peut pas retirer ce que Loïs Boisson a fait sur ce tournoi. Une demi-finale, c'est tout simplement extraordinaire. Elle était 361e mondiale à l'approche de ce tournoi. Elle a explosé le compteur de ses abonnés sur Instagram. Elle va prendre quasiment 700 000 euros aussi avec cette perf. C'est particulier parce que c'est sa première grande perf là comme ça en Grand Chelem d'aller tout de suite en demi-finale. Il va falloir réussir à construire une carrière derrière ça, mais elle a montré en tout cas de grandes dispositions sur la surface et je pense qu'on la reverra très vite à pareille hauteur, on l'espère en tout cas. Avant de basculer sur le Zverev Djokovic et sur mes pronostics des demi-finales hommes en fin de vidéo, un petit mot très rapide sur le Sabalenka Świątek. Alors on a vu un combat de poids lourd, c'était Evander Holyfield contre Mike Tyson. Sabalenka qui un petit peu à l'image de son tie-break contre Zheng a envoyé des enclumes dans tous les sens pour désarticuler Świątek. Ici vous la voyez qui est en perdition, qui est carrément acculée, qui est sur le popotin. On va faire juste un petit pas de côté sur un élément qui m'a un petit peu agacé, c'est vu qu'il y avait le toit, les cris de Sabalenka c'était franchement parfois ultra limite, il y avait un écho énorme et c'est-à-dire que parfois Sabalenka elle frappait sa balle, Świątek était au moment de son impact, Sabalenka était encore en train de crier et il y a même eu un point où donc on a Świątek qui ramène la balle et le premier cri de Sabalenka n'est pas terminé. En fait à un moment donné ça s'appelle de l'hindrance, ça s'appelle de la gêne et je trouve parfois que Sabalenka elle s'en sort très bien sur ce genre de choses. Nonobstant, zéro faute directe pour Sabalenka dans la dernière manche, ça a été une démontada 6-0, elle a repris son entreprise de démolition et on l'a vu même se présenter dans une figure christique.
Novak. On repasse en plein écran, point de Christ sur le match qu'on va analyser maintenant d'une façon un petit peu différente car j'étais présent hier sur le Châtrier. Je dois remercier Lacoste qui m'a très généreusement invité. Je dois vous remercier aussi, vous, de me permettre de vivre ce type d'expérience. La chaîne grandit petit à petit et je tenais à vous remercier. Alors je suis arrivé suffisamment en avance sur ce match, 1 heure en avance pour voir Novak Djokovic s'entraîner au retour de service. Alors je vous mets quelques petites images d'illustration. On l'a vu en grande discussion avec son équipe. On a vu aussi son sparring partner qui a été placé 1 mètre à l'intérieur du court pour simuler la puissance d'Alexander Zverev. Et on voyait en fait Novak Djokovic moduler sa position au retour, se mettre collé à la ligne, à 3-4 mètres de la ligne de fond et travailler les détails, ne rien laisser au hasard. Et en fait moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bordel, 24 grands chelems, 3 Roland Garros, il a fini le jeu, il a remporté les Jeux Olympiques et le mec, encore à 38 ans, sur un quart de finale en Grand Chelem, il ne laisse rien passer, il travaille tous les détails. Et revoir Novak à cet âge-là, c'est presque une expérience spirituelle, c'est très particulier parce qu'en fait ce gars, et on l'a vu pendant tout le match, c'est un petit peu comme des vagues, c'est un océan, c'est un mec qui tente sa chance une fois, voilà, et la vague elle repasse, elle repasse, elle repasse. Elle est repassée dans le 2e set. Et à partir du moment où il a englouti Zverev, c'était terminé. À 1-7 partout, c'était terminé ce match. Dans le public, on sentait l'aura, on sentait l'emprise, on sentait la maîtrise. On va rentrer un peu plus dans le détail de cette rencontre. Moi, ce que j'ai vu, c'est un Novak Djokovic en mode grand chelem. Depuis Genève, la concentration, le focus, l'intensité, les énervements aussi parfois. Ça veut dire que Novak Djokovic, il est concentré. Je le voyais comme le favori avant ce match contre Zverev, c'était pas partagé forcément par tout le monde, mais ça s'est concrétisé dans les faits. Alors parlons de la masterclass tactique absolue qu'a livré Novak sur ce match. C'est marrant parce que dans le premier set, il se fait prendre par les grosses premières de Zverev, par le côté explosif des frappes de l'Allemand, qui faisait encore jour à ce moment-là, donc les balles circulaient un petit peu plus vite dans l'air. Et à ce moment-là, je me dis, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Il n'arrive pas vraiment à déjouer ce plan-là de baseline, il va falloir réussir à trouver une solution. Et en fait, à partir du moment où Alexander Zverev donne un break au début de la 2e manche, ben là, Novak il va commencer à activer son plan B, son plan C, son plan D, son plan E. On a vu un spam d'amortis de revers. Si vous avez vu le match, c'était n'importe quoi, des dizaines et des dizaines. Il a usé et surabusé de ça parce qu'en fait, il a profité de la position reculée de Zverev qui était à des kilomètres encore derrière avec son élastique au fiac. Et donc... cette façon de moduler son tennis, de construire sa victoire, de montrer que le gars il est toujours ultra performant à son âge sur un format en Grand Chelem, pour moi c'est sa plus grande victoire de la saison, sa 2e plus grande avec le quart de finale contre Alcaraz. Et aussi le bénéfice d'être arrivé 1 heure avant et d'avoir vu Novak s'entraîner au retour de service, et j'ai aussi vu pendant la partie, sur les 2e balles de Zverev, à quel point il a essayé de changer sa position. Et en fait, quand tu vois Djokovic se préparer, tu vois aussi un gars qui se dit « Ok, je vais essayer de modifier ma position pour faire réfléchir le gars en face. » Et en fait, il le tenait dans sa main, quoi. C'était un truc de ouf. Zverev, c'était un petit enfant, avec un langage corporel super éteint, comme ça, les épaules rentrées, renfermées, pas carnassier animal comme l'était Novak Djokovic, qui, à la moindre faute, regardait son clan, s'énervait, essayait de se booster. Mais il l'a complètement défoncé, quoi. Niveau tactique, il y avait 10 classes d'écart. Et donc Novak, il arrive avec un plan sur le court, et aussi avec cette capacité de l'ajuster en temps réel. Et ce gars, c'est le plus grand QI tennis de l'histoire, je pense. Avec Rafa, mais c'est le Magnus Carlsen du tennis, quoi. C'est un truc de fou. Il a 10 plans en avance à chaque fois. Alors on l'a vu, on l'entendait vraiment crier sur les extensions, sur les glissades. Mais il a encore un déplacement élite, il a encore une défense élite. Et ce qu'on a vraiment compris, je me répète, mais c'est qu'à partir de 1-7 partout, le match ne pouvait plus lui échapper. Et quand tu vis cette sensation dans les tribunes, je pense que Zverev, il avait un peu la même idée, et ça s'est ressenti d'ailleurs dans sa performance. Zverev, justement, un petit mot rapide. Alors la stat qui fait très mal et qui résume beaucoup de choses, c'est 4 victoires pour 13 défaites sur le format du Grand Chelem face à des top 10 en carrière pour Alexander Zverev. 4 victoires, 13 défaites. C'est un ratio qui est cataclysmique pour un joueur qui aspire à remporter un Grand Chelem, et c'est surtout un camouflet gigantesque. Pour un gars qui a 28 ans, 10 ans de moins que Novak, qui est censé être dans son prime physique,
Prime, on va dire le croisement entre l'expérience et la plénitude physique, c'est à 28 ans pour un sportif que tu es censé être au max, même si on sait que dans le tennis, à une certaine époque, 28 ans, t'étais quasiment sur la fin, Pat Rafter, Sampras, certains joueurs de cette époque-là. La terre battue, sa meilleure surface avec Lindor. Et là, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du premier break dans la deuxième manche, il s'est totalement recroquevillé, le gars. Il s'est recroquevillé sur lui-même, un petit enfant. Un petit enfant. Et il avait qu'un seul plan. Envoyer des ronds, encore et encore et encore et encore et encore, sans jamais se réinventer, sans proposer quelque chose de différent. Alors oui, ça passe contre 98% du circuit parfois. Même si là, il arrivait avec aucune confiance sur ce tournoi de Roland-Garros, mais le langage corporel, je l'ai trouvé désastreux, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand tu es dans les tribunes, parce que tu peux vraiment juste regarder le gars pendant 10 minutes non-stop, et voir un peu comment il se comporte. Et je trouve qu'il est... c'est même pas qu'il m'a déçu en fait, parce que je m'attendais pas à des miracles avec Zverev, mais j'ai trouvé en fait fidèle à ce que je pouvais attendre de lui, quoi. Et ce qu'on a vu, contrairement à Novak, c'est que il a pas cette capacité à aller chercher les grands matchs, à se faire violence. Il y a un blocage mental qui le pousse à rester dans sa zone de confort, à 3 mètres de la ligne de fond, et puis il a pas de coach qui est capable de l'éduquer, quoi, de le faire évoluer. Son papa, on sait, c'est un pénis oui, c'est pas quelqu'un qui tactiquement, techniquement va lui permettre de progresser. Et puis il s'est fait secouer comme un cocotier par Djokovic, quoi. Les amortis. Ok, tu veux rester à 2 mètres de la ligne de fond, je t'aspire 10, 15, 20, 30 fois au filet. Délirant, donc il s'est fait humilier tactiquement. Et il y a eu hier, franchement, 10 classes d'écart au niveau QI tennis, au niveau classe tennistique entre les deux joueurs. C'était assez fou, même s'il a quand même réussi quelques prouesses quand il était à 2-3 mètres de la ligne de fond. Il fait un super premier set appuyé par une grosse première, mais sinon, à partir de ce break dans la deuxième manche, c'était le néant. C'est l'heure des demi-finales de Roland-Garros demain après-midi. C'est le coin prono sponsorisé par les Winami de Winamax. Vous avez ce lien dans la description pour parier sur le tennis jusqu'à 100 € en cash directement remboursé pour le premier pari sur le site. Vous avez mon code encore SV10 qui est actif. Offre exclusivement réservée aux adultes. Des adultes, on va en voir demain. Ce sera donc Lolo la Musette à 14h30 contre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner face à Novak Djokovic. On commence à regarder tout de suite la première demi-finale et donc sur le head-to-head, nous sommes à 5-1 entre les deux hommes. La Musette avait remporté, vous vous souvenez, cette première finale à Hambourg, c'était en 2022, c'est d'ailleurs la seule victoire de Musetti face à Carlos Alcaraz. Les deux hommes se sont joués 2 fois en préparation, donc on a vraiment des références en termes tactiques, stratégiques et techniques. Une finale à Monte-Carlo où Musetti se blesse à la fin du match et une demi-finale à Rome. Alors on va commencer avec la première clé de compréhension. Il y aura 2 clés sur ce match. La première pour moi c'est la verticalité et l'agression. Qui prendra la position le premier? On a vu qu'Alcaraz à Rome avait maintenu Musetti à 27% derrière sa seconde. Musetti qui avait été très tendu et je l'ai trouvé justement aussi tendu contre Tiafoe en quart de finale, et Alcaraz qui a concassé Paul aussi dans ce registre à être ultra agressif derrière sa deuxième balle, ultra agressif derrière son service. Mais Musetti, on se souvient aussi de ce qu'il avait proposé sur le premier set à Monte-Carlo contre Alcaraz, il avait été super agressif. Avec un coup droit très perforant, il avait déplacé, il avait désarticulé Carlitos et il avait remporté ce premier set. Ça peut être une option tactique, sauf que, on le voit bien, chez Musetti depuis le début du tournoi et également à Rome, il a tendance à décrocher beaucoup, quoi. Il est souvent à 3 mètres de sa ligne de fond, en position attentiste, et à mon avis, s'il reste aussi loin contre Carlos Alcaraz, il va juste voir passer les avions. Et surtout, est-ce qu'il peut se réinventer tactiquement, être beaucoup plus agressif, avoir de l'allant, alors qu'il a déjà montré beaucoup de tension contre Tiafoe, qui n'est pas non plus un foudre de guerre sur terre battue en quart de finale. La deuxième clé de compréhension, pour moi, c'est le God Mode et la concentration. Alcaraz a été forcé à fermer les écoutilles contre Dzumhur, Prime Dzumhur sur la deuxième partie du match, on aurait dit Novak Djokovic, mais aussi contre Shelton qui fait un très très grand match juste après. Et donc on a ce Carlos Alcaraz qu'on a quasiment pas vu depuis les Jeux Olympiques en fait de l'année dernière, c'est locked in, concentré du début à la fin des matchs. Contre Paul, c'était hallucinant le niveau de concentration qu'il a montré. S'il peut faire ça encore sur 2 matchs, sur la demi-finale là contre Musetti et en finale, à mon avis, c'est lui qui soulève le trophée dimanche après-midi. Donc mon ratio sur ce match, c'est Alcaraz 75, Musetti 25. Et en fait, je vous le dis,
Je pense même que ça va être un 3-0 là-dessus, sauf si Alcaraz se déconcentre, mais j'ai beaucoup de mal à voir Musetti créer la sensation. On enchaîne avec le gros match, le banger absolu entre Novak Djokovic et Yannick Sinner. Alors là, on se juste frise la moustache devant un truc pareil. On regarde les oppositions, on est à 4 partout, mais attention, Sinner, le pêcheur, a remporté les 3 dernières oppositions entre les deux loustiques, et surtout la finale de la Coupe Davis où il sauve 3 balles de match, l'Open d'Australie qui est un peu l'an 0 de la dernière phase de la carrière de Novak Djokovic, où physiquement il va complètement couiner, même s'il arrache le tie-break du 3e set avec Sissoko. Et puis aussi le match à Shanghai, on avait compris à la fin de saison dernière, c'était pas un Novak prime à ce moment-là, mais on avait compris en fait que Sinner c'était un peu un Novak Djokovic 2.0. Alors j'ai préparé quelques clés de compréhension pour vous. Pour moi la première c'est le retour de service. Ça va être très important. Novak, comme face à Alexander Zverev, doit retourner long, profond, lourd, prendre d'assaut les secondes de Sinner, ce sera impératif pour empêcher en fait Yannick de imposer sa cadence, le côté rouleau compresseur. Si Novak se retrouve à défendre H24, ça va être très compliqué. Sinner qui a introduit lui de son côté une nouvelle position en service, on en a parlé en milieu de semaine. Il est, on le rappelle, hein, il est numéro 1 derrière la 2e balle adverse en termes de pourcentage de points remportés, mais il n'est que le 9e meilleur relanceur derrière la première. Donc cette modification vise à corriger ça, mais ce qui va être clair pour moi, c'est que le premier coup de raquette sera fondamental dans cette opposition, parce qu'une fois que Sinner impose sa cadence, je pense qu'il est supérieur à Novak Djokovic, et il faudra prendre le lead et ne jamais le lâcher à l'échange. Donc le retour, ce sera important. La deuxième clé pour moi, c'est l'amorti, point d'interrogation. Djokovic devrait essayer de continuer ce contournement du duel de la baseline qu'il a montré face à Alexander Zverev, parce que voilà, Sinner il joue plus vite, il joue plus profond, il joue plus fort surtout. Mais le problème aussi, c'est que Sinner il est pas dans les matchs. Enfin, il peut retourner très loin, mais la plupart du temps sur les échanges, il est à 50 cm de sa ligne. Donc pour envoyer des amortis et le surprendre, je pense qu'il essaiera. Je le vois quand même essayer d'envoyer des amortis de revers. C'est vraiment essentiellement là que ça se passe chez Novak. Mais Sinner, il va être prêt. Hein. Il va être prêt à bondir sur ces balles-là. Donc Novak, il va devoir déployer tout son arsenal, toute sa science du jeu pour essayer de lutter face à Yannick Sinner. Et la dernière clé de compréhension, c'est la kryptonite sur le papier. Sinner, c'est le pire match-up à l'instant T pour ce Djokovic de 38 ans. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, il fait beaucoup de choses mieux que lui. Exactement les mêmes, mais mieux que lui, quoi. Et surtout du fond. C'est vraiment surtout du fond. Parce que le panel technique, tactique, il est supérieur chez Novak. Il a plus d'outils, pour moi. Il a plus d'outils. Mais est-ce qu'il aura le temps de mettre ces outils en place? Ça, c'est la grande question. C'est une question qui est fondamentale, qui va agiter, animer cette rencontre. Mais je pense que Djokovic, il va vendre très chèrement sa peau sur cette partie. Il est prêt à tout laisser sur le court. On l'a encore vu contre Alexander Zverev. Rassuré en plus par cette perf. Et puis il a commencé à distiller quelques petits messages en conférence de presse. Donc pour moi, le ratio, c'est Yannick Sinner 60-40. Donnez-moi votre pronostic pour ces demi-finales dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié les très jolies cernes aujourd'hui qui habillaient mon visage. On se retrouve demain, juste après la deuxième demi-finale, pour un débrief en longueur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez-vous une petite baguette de pain avec du beurre Christotzel.